ça demande des financements. Et donc, nos deux grands témoins vont nous trouver des solutions pour améliorer la qualité de nos centres urbains. Je vais vous présenter un document qui est en fait la proposition de la Commission pour la nouvelle politique de cohésion au-delà de 2021. J'entends souvent dire que l'Europe est une Europe de riches et qu'il n'y a pas de solidarité en Europe. Moi, je m'inscris en faux par rapport à ça. Depuis des années que je travaille à la politique régionale, s'il y a bien une politique qui est une politique de solidarité, c'est celle-ci. Il s'agit bien d'apporter de l'aide aux régions les moins favorisées. Ce qui veut dire que l'action européenne et le cofinancement européen sera plus important dans les régions les moins développées. La France a des régions dans les trois catégories. Vous avez les régions ultrapériphériques qui sont en moins développées et qui vont avoir un cofinancement européen de l'ordre de 70%. Les régions en transition, et ce sera l'essentiel du territoire métropolitain, recevra jusqu'à 55% de cofinancement. Les régions les plus développées, il n'y en a que deux en France, c'est Île-de-France et Rhône-Alpes, sans la partie Auvergne, qui, elles, recevront un cofinancement de l'ordre de 40%. Je vous ai mis en jaune la situation française. La France va recevoir, pour la politique de cohésion, 16 milliards. En soi, ça signifie que c'est à peu près la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 15,5, mais bien entendu, tenant compte de l'inflation, ça signifie que vous recevez un peu moins. Le budget européen à 27, après le départ du Royaume-Uni, diminue de 9,9%. La diminution française est à moins 5. Monsieur Simon m'avait dit venez avec des nouvelles réalistes, mais pas de mauvaises nouvelles. Voilà une qui répond à ce critère. Il y a eu à un moment donné une option sur la table de dire voilà, on ne fera plus que de la politique de cohésion pour les États les moins développés. On a réussi à sauver une politique pour tous les États membres. Le FEDER ne suffit plus souvent pour amorcer des actions. Le FEDER est en général le démarrage, mais il permet de générer aussi l'arrivée d'autres partenaires, et notamment les banques ou les partenaires privés qui pourront trouver un ancrage sur le FEDER. Nous allons donner la parole à l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Je pense que c'est très intéressant aussi parce qu'il y a des subventions à la clé pour les centres anciens. L'ANA, c'est d'abord une agence qui est rattachée au ministère de la Cohésion des Territoires. C'est une agence qui dispose d'une enveloppe financière qui est composée de 600 à 800 millions d'euros chaque année, et dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration du parc privé en France. Pour cela, nous disposons de subventions qui sont distribuées aux propriétaires, mais qui peuvent également être distribuées aux collectivités locales dans deux cadres. Le premier, c'est celui de la réalisation d'opérations de territoire, dans la mesure où les opérations d'amélioration de l'habitat se font en lien avec des opérations de requalification à l'échelle d'un quartier ou voire à l'échelle d'une ville. Et l'autre subvention qui peut être apportée aux collectivités, ce sont des subventions qui sont destinées au développement de l'ingénierie au sein des territoires pour élaborer un projet sur une durée qui peut aller de 5 à 7 ans selon les opérations. Dans le projet de loi Élan, nous avons un nouveau dispositif qui a été créé, c'est l'opération de revitalisation territoriale. Ce dispositif a pour objet d'accompagner les collectivités locales dans la requalification d'un centre qui se déqualifie. Dans le cadre de cette loi, on précise que ces quartiers doivent faire l'objet d'au moins 2 critères parmi les 3 que je vais vous énoncer. La forte densité commerciale, la présence d'un ou plusieurs monuments remarquables ouverts au public, donc ça peut être une fonction administrative, culturelle ou autre, et une forte densité d'un habitat ancien antérieur au XXe siècle. Il y a des enjeux qui sont partagés entre la France et l'Europe. Et surtout, il y a un travail partagé à faire sur la question du projet territorial, du développement économique et aussi de la maîtrise des opérations de manière à permettre la requalification du patrimoine dans ces quartiers anciens. Beaucoup de villes se disent les fonds européens, c'est trop loin, c'est Bruxelles, c'est trop gros, c'est pas pour moi, on ne va jamais y arriver. Quelque part, il faut oser. Quitte à oser se mettre ensemble aussi. Il y a des exemples dans d'autres pays européens, je cite souvent un exemple finlandais, où 6 communes se sont mises ensemble. Et quand je dis 6 communes, c'est y compris Helsinki, avec des projets complètement différents.
Mantoue, c'est une petite ville. Nous avons moins de 50 000 habitants. Nous sommes situés dans la partie septentrionale de l'Italie, en Lombardie, et notre patrimoine culturel est énorme. On essaie de passer du concept de ville-musée à une ville dynamique qui donne la possibilité aux habitants de la ville de créer de nouveaux produits et de nouveaux services. Ce que nous essayons de faire, c'est d'attirer à nouveau des jeunes, mais des jeunes qui ont acquis de nouvelles compétences pour créer un cercle vertueux. Si vous ramenez des jeunes chez vous, ils vont amener leur famille, ils vont construire une famille, il va y avoir des enfants, etc. Ils vont participer au maintien du patrimoine. Donc, et tout ceci ayant pour objectif final de préserver le capital culturel et le patrimoine qui est le nôtre. On collabore avec Arles. Pourquoi Arles? Parce qu'à un certain moment, je suis allé à l'ambassade de France en disant « Niche voudrait travailler sur son patrimoine, on ne sait pas comment, on sait qu'on veut. » Et ils ont dit « Tiens, il y a une belle ville avec laquelle vous pourriez collaborer. » À un certain moment, nous sommes venus à 37% de chômage. Et déjà, depuis une dizaine d'années, on essaie de se redresser. Mais il y a une notion très grande et très forte dans les collectivités territoriales et parmi les citoyens sur l'intérêt et l'importance du patrimoine. Récemment, et grâce à la collaboration que j'avais donc mentionnée, on a compris qu'en fait, le patrimoine peut devenir un levier de développement. Parce que jusque-là, le patrimoine tel quel était une chose qui est héritée de nos aïeux. On le garde, on n'y touche pas, et surtout on ne tripote rien pour qu'on puisse passer à la génération suivante. Mais petit à petit, en regardant ce que faisaient les autres, nous avons compris que nous possédons des joyaux. Donc ce n'est pas un bijou, nous avons tout un coffre. Seulement, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. En fait, le patrimoine, pour nous, n'est pas seulement une chose qu'on veut avoir. On veut bien sûr gagner de l'argent avec, mais aussi on veut donner une identité. On veut que l'habitant soit fier de son patrimoine, mais aussi ce même habitant doit être responsable envers ce patrimoine. On s'est rendu compte que si le citoyen moyen n'a pas une perception et une conscience envers son monument, ça ne va pas marcher. L'activité touristique de ces 3 dernières décennies a contribué à une meilleure diversité fonctionnelle pour la croissance et la revitalisation de certaines activités et pour la réhabilitation des bâtiments. La promotion de la fonction habitable dépend de plusieurs facteurs et exige des politiques publiques fortes nationales, ainsi que des actions au niveau de facteurs de support, infrastructures, stationnement automobile, services et équipements de proximité. Sans ça, ce n'est pas possible de défendre les centres historiques. Et finalement, il doit être réalisé une surveillance régulière des impacts de l'activité touristique comme des diagnostics fonctionnels.